Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par une audience à Koulouba. Le président de la République a reçu la présidente de la Commission de l'Union africaine. Nkosazana Dlamini Zuma est venue échanger avec le chef de l'État sur l'évolution de la situation politico-sécuritaire au Mali. À sa sortie d'audience, la présidente de la Commission de l'Union africaine s'est confiée à notre reporter Alocéne Touré. Nous l'écoutons. Donc, nous reviendrons bien entendu sur cette audience au cours de notre journal. En attendant, les autorités maliennes ouvrent une enquête pour faire toute la lumière sur l'assassinat odieux hier à Kidal des deux journalistes de RFI. Le président de la République a réaffirmé aujourd'hui l'importance de rétablir définitivement la souveraineté nationale. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement à l'issue d'une réunion de crise présidée par le chef de l'État. Des propos recueillis par Ibrahima Traoré. Suite au décès, à l'enlèvement et à l'exécution des deux journalistes de RFI à Kidal, le président de la République a réuni le Premier ministre et certains ministres du gouvernement pour évoquer les conditions de cet enlèvement. Le président de la République, avec les ministres concernés, échanger sur la situation sécuritaire en général à Kidal et certaines mesures vont être prises, notamment l'ouverture d'une enquête judiciaire au Mali. Le président de la République a présenté au peuple français, à la famille des victimes ainsi qu'à la communauté de la presse les condoléances du peuple malien et du gouvernement malien. Comme le président de la République a dit à plusieurs occasions, il est important que la souveraineté du Mali soit rétablie sur l'ensemble du territoire national, y compris à Kidal. Ce point sera également évoqué avec le secrétaire général de l'organisation, M. Ban Ki-moon, lors de sa visite à Bamako la semaine prochaine. Après l'assassinat des deux journalistes de RFI, Ghislaine Dupont et Paul Verlon, hier à Kidal, la rédaction a recueilli aujourd'hui divers témoignages de l'Union africaine, de la CEDEAO, de RFI et de journalistes maliens. Tous expriment leur indignation et demandent que lumière soit faite sur cette affaire. C'est Kitambili. Condamnation tous azimuts de l'assassinat de nos confrères de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon samedi à Kidal. Les qualificatifs ne manquent pas. Actes barbares, exécutions sauvages, actes odieux. Les représentants de la CEDEAO, tout comme de l'Union africaine au Mali, ne mâchent pas leurs mots. Nous sommes presque meurtris de savoir que des actes aussi barbares puissent se commettre de manière gratuite. Parce qu'il n'y a aucune raison de s'attacher à des gens qui ne sont pas porteurs d'armes. Les journalistes, c'est des porteurs de parole, c'est des gens qui nous permettent de savoir ce qui se passe, de communiquer, et on ne peut pas comprendre qu'on assassine aussi froidement des gens qui ne sont qu'en train de faire leur travail. Mais je pense que ce qui vient d'arriver devrait nous interpeller tous. Savoir que la situation qui vit à Kidal est une situation ambiguë, est une situation incompréhensible. Je pense que la communauté internationale a fait la guerre contre le terrorisme. Tout le monde a crié la victoire contre le terrorisme. Il n'est pas normal que dans un pays uni comme le Mali, dans un pays qui a retrouvé son intégrité territoriale, qu'on se mette à souffrir sur la situation d'une portion du territoire national. Rien ne peut et ne pouvait justifier l'assassinat de ces deux journalistes qui ne faisaient que faire leur devoir d'informer. Alors nous avons là un défi important auquel il faut réagir avec méthode et résolument parce que la lutte contre le terrorisme ne sera pas facile. S'agissant de la situation particulière à Kidal, l'Union africaine, hier, au cours de la réunion
du groupe de soutien et de suivi de la situation au Mali, nous nous sommes exprimés clairement que les groupes armés doivent changer de comportement. Ceux-là qui ont signé l'accord de Ouagadougou, évacuer les bâtiments publics à Kidal, cesser l'occupation de la radio, cesser les émissions d'OM et venir à la table des négociations. Colère et indignation également au sein de la presse malienne, des journalistes maliens qui interpellent fortement nos autorités. C'est vraiment une forte interpellation pour les autorités maliennes, des journalistes qui viennent mourir chez nous, juste dans leur quête d'information et dans leur quête de mieux informer les populations. Donc je pense que c'est un drame et ça interpelle les autorités maliennes encore une fois parce que c'est fait sur le territoire malien, c'est fait par des individus certainement connus. Je constate que les ennemis de notre pays veulent salir une fois de plus l'image de notre pays. Les ennemis de la liberté d'expression, de la liberté de presse, veulent museler les hommes de presse et les femmes de presse par rapport à ce qui se passe dans cette partie de Kidal. Donc je suis vraiment en colère, je suis vraiment indigné par rapport à l'assassinat de nos deux confrères. À RFI, on est toujours sous le choc et l'on se pose mille et une questions qui demeurent sans réponse. Et donc ils sont partis, ils étaient heureux, ils ont pris la précaution de ne pas habiter dans un lieu où ils pouvaient être soupçonnés d'appartenir ou de soutenir un groupe rebelle. Ils ont habité la mairie de la localité, vous savez que c'est très important. Quand on va quelque part au Mali et qu'on n'a pas où rester, on habite chez le maire. Donc ils étaient à la mairie, c'était vraiment sécurisé. Je suis triste, je suis très triste de ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé est tout à fait bête et triste parce que là on perd des journalistes professionnels. Et je dis que ce qui m'a frappé, c'est ce courant de sympathie, de compassion que nous avons reçu. On est très touchés et on est d'autant plus touchés que ça se passe au Mali, dans un pays où on avait un beau projet. Jeudi prochain, on avait décidé de faire une journée spéciale Mali, spéciale réconciliation au Mali sur RFI, un déploiement important. Il y avait 25 personnes qui arrivaient de Paris pour cette journée-là. Moi, j'étais déjà à Bamako pour coordonner justement un peu l'information, pour coordonner la parole donnée aux gens. C'était ça qui nous importait, c'était entendre les Maliens, entendre les attentes des Maliens, leurs espoirs aujourd'hui. Ghislaine n'avait pas choisi la partie la plus facile, elle était à Kidal avec Claude pour justement essayer de comprendre ce qui se passait. Soulignons enfin qu'une enquête est ouverte à Paris, tout comme à Bamako, pour des faits d'enlèvement et séquestration suivis des meurtres en lien avec une entreprise terroriste. Suivons à présent la réaction de la MINUSMA à travers la voix du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies. Abdoulaye Bathily est au micro de Mohamed Diarra. Au niveau de la MINUSMA, dans le cadre des discussions avec les mouvements, nous avons attiré l'attention sur la nécessité de rétablir la paix dans cette ville. D'ailleurs, hier, à la réunion internationale de suivi des Amis du Mali, quand nous avons évoqué la situation sécuritaire au nord, nous avons souligné les problèmes de Kidal. Depuis quelque temps, nous savons qu'il y a eu beaucoup d'infiltrations et en ce qui nous concerne à la MINUSMA, nous déployons tous les efforts nécessaires dans ce sens. Et nous sentons qu'il y a de bonnes volontés de part et d'autre pour aller dans ce sens. M. Bathily, des infiltrations mort d'hommes, est-ce que cela ne remet pas en cause le dispositif sécuritaire dans cette zone? Oui, je pense que c'est pas une remise en cause définitive, je l'espère. Aujourd'hui, avec ces graves événements, cette tragédie qui vient de se produire à Kidal, je crois qu'il y aura une prise de conscience pour qu'il y ait au niveau tant des forces de la MINUSMA que de Serval, que des FAMA, des opérations conjointes pour rétablir la paix et la sécurité pour les populations de Kidal. C'est pourquoi nous ne cessons de lancer un appel pour que les uns et les autres prennent conscience de leurs responsabilités. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé au Nord Mali,
c'est une page sombre de l'histoire du Mali qu'il faut tourner, et seuls des hommes et des femmes de bonne volonté peuvent y arriver. Quand vous parlez de prise de responsabilité, vous faites allusion à quoi? Non, vous savez, quand on est face à une crise de cette nature, il faut que de part et d'autre, la prise de conscience est à tous les niveaux, c'est au niveau des responsables, les responsables de l'État, les responsables des mouvements, mais aussi le citoyen lambda, à tous les niveaux. Alors, les réactions sont nombreuses après l'enlèvement et l'exécution hier à Kidal des 2 envoyés spéciaux de RFI. La maison de la presse du Mali a fait une déclaration dans laquelle elle condamne avec la dernière rigueur cet acte odieux. Elle exige qu'une enquête soit ouverte par les autorités maliennes pour faire toute la lumière sur l'enlèvement et l'exécution des journalistes français. Une déclaration recueillie par Mohamed Ould Mamouni. La Maison de la presse du Mali, au nom de l'ensemble des organisations professionnelles des médias au Mali, dénonce et condamne avec vigueur l'enlèvement et l'assassinat lâche, abject et crapulé des journalistes français Ghislaine Dupont et Claude Verlon de RFI par des individus armés à Kidal. La Maison de la presse du Mali et l'ensemble des organisations professionnelles des médias au Mali exigent une enquête pour faire toute la lumière sur l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Un acte odieux qui porte gravement atteinte à la liberté de la presse. La Maison de la presse et l'ensemble des organisations professionnelles des médias au Mali demandent au gouvernement malien de jouer pleinement son rôle de défense des libertés de presse et d'expression des professionnels des médias et surtout des confrères étrangers. La Maison de la presse et l'ensemble des organisations professionnelles des médias au Mali expriment à l'ensemble de la profession de par le monde leurs sentiments les plus attristés et leur expriment leur compassion et leur solidarité. L'ensemble des journalistes maliens présentent leurs condoléances aux familles et proches des disparus. Les corps des 2 journalistes français Claude Verlon et Ghislaine Dupont sont arrivés à Bamako. L'avion de l'armée de l'air française qui a transporté les corps s'est posé à l'aéroport international de Bamako-Sénou aux environs de 18 h. Le ministre délégué des anciens combattants de France, l'ambassadeur français au Mali, le général Foucault, du côté malien, le premier ministre Oumar Tatamli, accompagné d'une forte délégation, se sont inclinés devant les dépouilles des 2 journalistes. Dans le cadre du cérémonial, les responsables de RFI, la présidente directrice générale de France Média Monde et autres personnalités sont attendus ce soir à Bamako avant le rapatriement des 2 corps en France. Et suite à l'assassinat des 2 journalistes, de nombreuses réactions sont parvenues à notre rédaction. Le Rassemblement pour le Mali, RPM, les forces alternatives pour le renouveau et l'émergence phare Ankawili, le Conseil supérieur de la communication, le syndicat des journalistes reporters du Mali, l'Observatoire des droits humains et de la paix, et l'association Vision Citoyenneté et Développement, tous ont appris avec consternation l'enlèvement et l'assassinat des 2 journalistes, condamnent avec la dernière rigueur cet acte crapuleux, invitent le gouvernement à mettre tout en œuvre pour que de tels actes ne se reproduisent plus et présentent leurs condoléances aux familles des disparus. Nous revenons à présent sur l'audience accordée aujourd'hui par le président de la République à la présidente de la Commission de l'Union africaine. Nkosazana Dlamini Zuma est venu échanger avec le chef de l'État sur l'évolution de la situation politico-sécuritaire au Mali. On l'écoute au micro de Alocéné Touré. Tout d'abord, on a présenté nos condoléances et nos sympathies à propos de l'événement qui a eu lieu à Kidal hier. Et nous avons aussi exprimé notre appréciation pour les informations que le président nous a données à propos de la situation au Mali et surtout aussi la situation qui prévaut à Kidal. Et nous avons aussi exprimé notre soutien. Tout d'abord, nous avons félicité le président pour son élection présidentielle et qu'il a un mandat fort et que nous soutenons le président, le gouvernement et la population du Mali. Maintenant qu'il a ce pouvoir, il a été élu et que le gouvernement ait l'autorité de pouvoir exercer cette autorité à travers le territoire, y compris Kidal. Comme vous savez, la sécurité, c'est entre les mains des Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous allons encourager nos États membres pour qu'ils puissent aider, être là, accompagner et
le Mali pour qu'il puisse contribuer de ressources en termes de ressources humaines et d'autres ressources, mais le reste est entre les mains des Nations. La présidente de la Commission de l'Union africaine a participé hier à la 6e réunion du groupe de soutien et de suivi sur la situation au Mali. Hier, les responsables ont animé une conférence de presse au CICB. Au centre des échanges, il a été question de la sécurisation de Kidal en particulier et des régions du Nord en général. Le reportage de Youssouf Diakité. Un peu avant la conférence de presse, la présidente de la Commission de l'Union africaine a reçu en audience les femmes réfugiées et celles du Nord. Avec elle, Vladimir Nkosazana Zuma a évoqué les questions liées à la participation de celles-ci au processus de restauration de la paix. En fait, nous, ce qu'on a promis, c'est la solidarité avec eux, de pouvoir travailler ensemble et aussi qu'elles recouvrent leurs droits. Et aussi leur lutte, c'est notre lutte en fait. On va les aider, comment l'Union africaine peut aider ces femmes, comment d'autres organisations, on peut demander à d'autres organisations d'aider ces femmes. Ce sont des femmes, elles ont des enfants et elles sont toujours en train de partir et revenir. Donc il faut que ces problèmes soient résolus définitivement. Le président de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, Kadre Désiré Ouédraogo, insiste sur la sécurisation totale du pays, qui constitue selon lui les fondements du développement durable. Nous avons été encouragés par tous les efforts mis en vue d'atteindre une véritable réconciliation nationale. Et je crois que c'est à l'honneur de tous les acteurs maliens. Nous avons félicité le gouvernement pour les mesures courageuses qui ont été prises dans le sens de la recherche de la paix et de la réconciliation. À nouveau lancer un appel à tous les États membres à nous aider par tous les moyens possibles. Vous avez vu que le gouvernement néerlandais a annoncé sa décision de nous offrir les services de 4 hélicoptères militaires. Et c'est une décision dont nous lui sommes très reconnaissants, que nous avons salué. Mais il y a encore du travail à faire. Tous sont unanimes qu'il faut aujourd'hui résoudre impérativement la question de réconciliation nationale avant de passer à toute autre étape. Les travaux des assises nationales sur le Nord viennent de s'achever tout à l'heure au CICB. Plusieurs recommandations ont sanctionné les travaux, au nombre desquels la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Nous proposons un extrait des résolutions lues par le rapporteur général, Mohamed Alousseni Touré. Ces propos sont recueillis par Mohamed Diarra. Synthèse des recommandations. Les actions suggérées, premièrement, la sécurisation complète des régions du Nord, particulièrement Kidal. Deuxièmement, le renforcement des capacités des collectivités territoriales pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle. Troisièmement, la mise en place des infrastructures, les routes, les locaux des administrations, les services sociaux de base, etc. Quatrièmement, l'électrification, l'équipement, le ravitaillement, l'approvisionnement des villes en denrées alimentaires essentielles. Cinquièmement, la mise en œuvre des projets structurants. Sixièmement, l'implication de l'État dans l'accueil et l'installation des réfugiés. Septièmement, le plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour relancer les projets et programmes dont les financements sont suspendus. Huitièmement, l'inscription des projets artistiques et culturels dans les budgets afin de favoriser le développement local de l'artisanat. Neuvièmement, pour une meilleure prise en compte des populations bénéficiaires, il paraît important d'organiser dès la fin des présentes assises le processus général de retour à une situation normalisée. Les échéances de mise en place d'un plan global couvrant également les phases subséquentes d'action devront être vite annoncées. Et nous reviendrons sur la cérémonie de clôture des assises dans nos éditions de demain. Du 4 au 6 novembre prochain, plusieurs patrons d'organisations de financement du développement, y compris le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon, le président de la Banque mondiale Jin Yong-kim et le président de la Banque africaine de développement Donald Kaberuka séjourneront dans notre pays pour différentes activités. Le directeur des opérations de la Banque mondiale au Mali, Ousmane Diagana, nous parle ici des objectifs de la visite des responsables de la Banque mondiale. Il est interrogé par Sidiki Dambélé. Le Mali et la Banque ont un partenariat très ancien.
partenariat qui comprend plusieurs programmes. À peu près, on a un engagement de 900 millions de dollars dans ce pays. Mais il est clair qu'on peut faire mieux. Donc je crois que l'objectif effectivement de cette visite, au-delà du fait que ça permettra à ces hautes personnalités d'apaiser la réalité sur le terrain en termes de défis de développement auxquels le pays est confronté, c'est effectivement avec les autorités maliennes de voir comment on peut booster davantage le partenariat que nous avons avec le Mali au triple plan. D'abord, accélérer la mise en œuvre de ce portefeuille que nous avons, mais également élargir, n'est-ce pas, en couvrant des domaines certainement importants qui peut-être sont sous-financiers, mais également faire en sorte que l'ensemble des partenaires conjuguent justement leurs efforts pour faire mieux. Le Mali vient de vivre la 9e éclipse solaire du 21e siècle. La lumière était réduite comme prévu pendant une bonne partie de cette journée. Les consignes données par les spécialistes interdisant la fixation de cette éclipse solaire ont été respectées. Notre reporter Garibou Pérou a tendu son micro aux curieux qui ont observé le phénomène astronomique grâce à des verres spéciaux. Écoutons leur témoignage. J'ai regardé, mais avec un verre spécial. Bon, j'ai trouvé que le soleil est devenu rose, mais avec des rayons solaires vraiment atténués. Bon, c'est pas un climat qui est trop bon. Nous avons tous peur d'une manière ou d'une autre. J'ai porté mes verres spéciaux pour voir le soleil. Il est vraiment petit. À force de les fixer, j'ai remarqué qu'il chauffe le cerveau. J'ai vu le soleil, c'est un peu rouge. Là, avec un ballon dans le dessus du soleil. Bon, c'est pas bon à voir. Quand je vois le soleil en haut, je vois le, comment on appelle là, Bamarakalou. Je vois ça, et puis ça brûle un peu quoi. Non, j'ai pas peur comme j'ai peur aussi. Parlons à présent des législatives dont les campagnes ont débuté ce dimanche. Les femmes se mobilisent fortement en faveur des candidates. C'est pour mieux outiller les femmes pour une large représentativité à l'Assemblée nationale. Nando Dambeli. Femmes, engageons-nous pour la défense de nos droits, la paix durable, le développement équitable. Investissons-nous pour des élections non violentes. Femmes maliennes, les conflits post-électoraux peuvent détruire la paix sociale. Voilà autant de slogans qui traduisent la volonté des femmes maliennes à prendre une part active à la vie politique nationale. La journée d'échange en est une illustration. Nous ne baisserons jamais les bras. Le combat continuera jusqu'à ce que soit atteint le seuil souhaitable de participation des femmes aux instances de prise de décision. S'inscrivant dans le cadre de la stratégie nationale pour une participation et une représentativité accrue des femmes aux élections, la journée a été surtout marquée par la présentation du livret de la femme candidate, une communication sur le comportement et la conduite d'une bonne campagne et les témoignages des anciennes députées. Représentant 50,4% de la population malienne, elles ne sont que 15 députés sur 147, soit 10%, 928 conseillères sur 10 772, soit 8,66%, et 8 maires sur 703, soit 8,70%. La structure appuyée au processus électoral au Mali, APEM, vient de publier son rapport général sur les premiers et seconds tours de l'élection présidentielle. Le document de 102 pages prend en compte tous les aspects du processus électoral. Il a été présenté au cours d'un point de presse suivi par Al-Jumatina. Le rapport général du réseau ONG d'appui au processus électoral au Mali, APEM, sur l'élection présidentielle du 28 juillet et du 11 août est un document de 102 pages. Le manuel fait état de tout le processus du scrutin, avant, pendant et après le vote. Dans la mise en œuvre de son projet, le réseau APEM a couvert le territoire national, ce qui lui a permis l'utilisation et la valorisation de l'expertise de ses membres. Ainsi, au regard de ces constats et à l'entame des élections législatives, il recommande aux différents acteurs engagés au processus électoral, entre autres, de communiquer sur le processus électoral
dans les langues nationales, de créer les conditions idoines pour l'accès facile des personnes handicapées aux centres et bureaux de vote, d'améliorer les niveaux et aptitudes des agents électoraux pour une meilleure organisation et un meilleur encadrement des bureaux de vote. Pour parvenir à ces résultats, il a fallu une synergie d'action autour d'un programme axé sur 5 interventions prioritaires. Au cours de ce point de presse, les journalistes ont voulu avoir des éclaircissements sur un certain nombre de questions relatives aux dispositions prises en vue des législatives et aux conférenciers d'apporter des réponses en faisant savoir qu'ils mettront tout en œuvre avec leurs partenaires afin que les élections législatives se déroulent dans les meilleures conditions. Un tout autre sujet, le président du Haut Conseil des collectivités informe les honorables conseillers nationaux, les invités et la presse publique et privée que la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2013 de l'institution aura lieu demain, lundi 4 novembre, à son siège ex-prémature. Le président du Haut Conseil des collectivités s'est compté sur la présence effective de tous pour conférer à l'événement un cachet particulier. Mise en place terminée, 15h30. Santé dans ce journal, un partenariat entre CIC Technologies Siemens, Karl Storz et Malitel vient de se ficeler pour l'amélioration de la qualité des soins de santé au Mali. Le projet a été dévoilé aujourd'hui lors d'une rencontre. Il s'agit de généraliser l'utilisation des technologies de l'information dans notre système de santé. Nouhoum Sissoko. En dépit des efforts consentis par les pouvoirs publics dans le secteur de la santé, des difficultés existent. Difficultés qui se résument surtout à l'insuffisance de spécialistes et de matériel technologique de pointe dans la plupart de nos structures sanitaires. C'est pour améliorer les conditions de travail et assurer une meilleure prise en charge des patients que CIC Technologies a initié ce projet avec ses partenaires. Nous avons rêvé depuis exactement 13 ans que les nouvelles technologies constitue une opportunité pour les professionnels de santé, mais aussi pour les enseignants de diffuser la qualité des prestations. Le projet entend relever le niveau du plateau technique médical. Pour ce faire, il compte mettre en liaison à l'aide des TIC toutes les structures de santé, des CESCOM jusqu'au CHU, en passant par les centres de santé de référence et les établissements publics hospitaliers. Il faut du matériel. Il faut aussi de la formation des ressources humaines, il faut de la maintenance aussi du système, mais aussi il faut aussi qu'on forme et qu'on habitue les patients à utiliser. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont sans nul doute des technologies qui ont l'avantage de permettre une plus grande accessibilité à l'information médicale, à la consultation médicale, et ceci dans tous les secteurs, dans toutes les régions de nos pays respectifs. Pour l'instant, le coût et la durée du projet ne sont pas connus. Santé toujours, la problématique de la prise en charge de l'hémophilie dans les pays à ressources limitées cas du Mali. C'est le thème de la conférence de débat organisée par l'Association malienne de lutte contre l'hémophilie. L'hémophilie est une maladie chronique caractérisée par une mauvaise coagulation du sang. Elle est d'origine génétique. Au Mali, l'on enregistre une vingtaine de malades à travers le pays. Moussa Fane. Pour faire connaître l'hémophilie par le grand public, l'Association malienne de lutte contre l'hémophilie et les autres coagulopathies a initié cette conférence débat. Le thème retenu est la problématique de la prise en charge de l'hémophilie dans les pays à ressources limitées, cas du Mali. Selon le conférencier, les hémophiles du Mali sont confrontés à des difficultés de diagnostic et de prise en charge. Le Mali n'est pas une exception, il faut savoir que dans le monde, 75% des hémophiles ne sont pas traités. Alors ici, ils sont traités avec donc des produits plasma frais congelés. On a parlé avec le ministère de la Santé, il faut créer un centre de traitement, isoler un centre avec des spécialistes et puis des infirmières, et ensuite mettre en place une sorte de réseau au niveau national. L'hémophilie est une maladie congénitale caractérisée par une tendance accrue au saignement prolongé. La prévalence est d'un cas pour 10 000 naissances. Au Mali, ils sont une vingtaine de malades recensés par l'association. On n'est pas nombreux, mais c'est une maladie qui, si on ne le prend pas en charge à temps, serait aussi mortelle que les autres maladies. Je vous donne l'assurance que le département ne ménagera aucun effort pour soutenir la MALEC
et les projets visant à améliorer la prise en charge des maladies de l'hémostase en général et l'hémophilie en particulier. L'Amanlec est créée en février 2012. Elle œuvre pour le bien-être de ses membres. De la santé, nous passons à l'emploi. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, était, je vous le rappelle, à Caille. Sur place, Mahaman Babi a visité quelques projets financés par l'ANPE et l'APEJ. De Caille, la correspondance de Jafar Aïdara. La deuxième étape de la première visite du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le porte-parole du gouvernement, a permis à Mahaman Babi de voir quelques projets financés par les structures relevant de son département. Il s'est rendu au CEPAMA, un centre de formation privé où l'État envoie ses élèves. Le ministre Mahaman Babi a pu s'inquérir des difficultés auxquelles ce centre est confronté. Autre projet visité, celui de renforcement des capacités d'une menuiserie. À Kaindi, c'est une aire de lavage dont le promoteur est un jeune diplômé sans emploi qui a accueilli le ministre. Ce dernier était satisfait du courage de ce jeune qui a servi d'exemple à Kaï. Enfin, le ministre a été émerveillé par la coopérative Sigidia des femmes de Kasso, spécialisée dans la transformation de nos fruits et légumes. En réalité, avec la mutualisation des efforts, nous pouvons atteindre plus de résultats. Les équipes de CAI sont bien conscientes du défi qui est le nôtre, le défi de créer 200 000 emplois à travers le pays d'ici la fin du quinquennat de son Excellence Monsieur le Président de la République. Il faut signaler que le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle rentre à Bamako satisfait de sa première sortie à l'intérieur du pays. Nous étions en santé, nous allons y revenir. L'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali s'implique dans le secteur de la santé en 5e région. Un projet de relance des activités de santé post-crise a été financé dans les cercles de Douanza, Youarou et Tenenkou. Exécuté par CARE International Mali, le coût du projet est de 450 millions de francs CFA. Jules Sambou-Sissoko. Le droit à la santé est une préoccupation de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali. Elle a financé au mois d'avril dernier, à hauteur de 450 millions de francs CFA, un projet de relance des activités de santé post-crise dans le cercle de Douanza, Youarou et Tenenkou, où le système sanitaire a été sérieusement mis à mal suite à l'occupation de ces localités par les groupes armés. Un projet exécuté par CARE International Mali. C'est pour permettre au CESCOM d'assurer leur rôle d'offre de services au niveau des populations des aires les plus éloignées. Comme l'objectif aussi est de l'offrir de services de santé de qualité, le projet a financé une bagatelle de plus de 16 millions dans les réactifs pour réhabiliter les différents laboratoires au niveau de ces structures sanitaires. La disponibilité des médicaments, plus de 60 millions de francs ont été investis dans l'achat des médicaments qui a été distribué dans tous les CESCOM. Ce projet, toujours en cours, contribue efficacement à soulager les populations et à booster les indicateurs de santé. Le cercle a passé de 30 à 40% des indicateurs jusqu'à 80% à l'heure actuelle. Depuis la présence du CARE, tout est très bien. Ils ont pu regrouper des formations de renforcement de capacité. Les enfants sont vaccinés, les femmes en grossesse sont touchées. À la faveur d'une rencontre, les acteurs locaux ont échangé autour des actions positives du projet en question. Aussi, la gestion administrative et financière des CESCOM dans le cercle de Tenenkou était au centre des échanges. Une rencontre initiée par CARE International Mali. Solidarité, 100 millions de francs CFA, c'est la valeur des dons offerts aux ménages affectés par la crise au Nord. Cette aide d'urgence est apportée par Caritas Mali et ses partenaires, l'Agence espagnole de coopération pour le développement et Caritas Espagne. Elle est destinée à 240 familles de la ville de Tombouctou. Yéa Tandina. 90 tonnes de vivres composés de riz, mil, haricots, huile, des kits de cuisine destinés à 240 ménages et la somme de 60 000 francs CFA par bénéficiaire. C'est l'opération de distribution que vient d'effectuer Caritas Mali à Tombouctou. Pour un coût total de 100 millions de francs CFA, cette assistance humanitaire rentre dans le cadre de l'aide d'urgence aux ménages affectés par la crise. Nous avons pris les 3 catégories de ménages les plus vulnérables pour vraiment permettre aux uns et aux autres de subvenir aux besoins de leur famille parce qu'on sait que les activités économiques ont été arrêtées ici du fait de la crise que nous avons connue. Cette opération a été possible grâce à l'accompagnement des partenaires financiers de l'Agence espagnole de la coopération internationale pour le développement et Caritas espagnole. Les bénéficiaires s'en réjouissent.
On n'a rien à dire de plus que remercier Caritas Mali vraiment pour cet appui. Merci beaucoup. Cette aide permettra, j'en suis sûr, aux bénéficiaires de reprendre leurs activités habituelles afin que notre économie puisse être relancée pour toujours. Les bénéficiaires sont pour la plupart des personnes âgées et les déplacés de retour. Ici à Bamako, l'ONG Al-Farouk a remis des vivres et des produits de première nécessité à 400 familles des communes 1 et 4 du district de Bamako, un geste de 12 millions de francs CFA. Le reportage de Inaba. Pour clôturer le mois de la solidarité, l'ONG Al-Farouk et ses partenaires qataris viennent de redonner le sourire à 400 familles sinistrées des inondations du 28 août dernier. Chacune des familles a reçu du riz, mil, sucre, huile, eau de javel et des moustiquaires pour un coût total de 12 millions de francs CFA. On a vu que devenir un secours de ces gens, donc c'était nécessaire pour clôturer ce mois de solidarité. La remise de ces dons aux sinistrés des communes 1 et 4 traduit la volonté manifeste de l'ONG Al-Farouk de renforcer la chaîne de solidarité entre les filles et fils de ce pays. Une action très salutaire. Celui qui donne à manger au démuni est récompensé par Dieu. La solidarité est un signe fondamental dans la religion musulmane. Et donc les musulmans que nous sommes avons cette exigence de faire pour le prochain, de partager. Créée en 1994, l'ONG Al-Farouk qui œuvre dans l'humanitaire entend continuer ses dons au-delà du mois de la solidarité. Avant d'ouvrir notre dossier du jour, dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique de l'élection législative du 24 novembre prochain, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe ce lundi 4 novembre pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h SNID Faso Iliwaton, 9h20 RPM, 9h40 RDP, 10h PSDA, donc 10h PSDA, 10h20 ANCD Mali, 10h40 Indépendant Maliko, 11h RPDM, 11h20 Indépendant Fabara Makara, 11h40 Indépendant Oronia, 12h Indépendant Moussouka Nieta, 12h20 Yerawolo Boulon, 12h40 PDS, 13h APR, 13h20 MODEC, 13h40 UDM et 14h UMP. Le nombre des accidentés de la route a considérablement augmenté à Bamako. Parmi les victimes les plus fréquentes, les conducteurs d'engins à deux roues. Il semblerait que la méconnaissance du code de la route, l'excès de vitesse et l'incivisme soient les principales causes d'accidents. Le dossier de Fatoumata Kone. C'est arrêté au feu, un 4x4 est venu de derrière et il m'a percuté. Bilan de cet incident malheureux ou de cette imprudence faite la semaine dernière, plusieurs personnes touchées. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de mort d'homme. Mais au fait, les Bamakois sont témoins de combien de cas de ce genre, des accidents de la route sanctionnés par des drames. Pourtant, en faisant le tour de la ville, ce sont les motocyclistes qui sont le plus souvent indexés. Accusation pour accusation, les intéressés sont convaincus que les grands fauteurs de troubles sont les transports en commun. La plus grande responsabilité revient aux conducteurs de ce tramway. C'est eux qui perturbent la circulation, c'est eux qui serrent à tout bout du champ. C'est eux qui essaient de garer, une fois qu'ils trouvent des passagers, ils serrent à tout bout du champ. Et là, c'est ça qui est à l'origine de beaucoup d'accidents d'ailleurs. Les facteurs provoquant ces accidents sont nombreux. Par exemple, l'usage du téléphone en main pendant la conduite, il est formellement interdit. Non seulement le réflexe du chauffeur est diminué, la concentration est moindre et le risque d'abîmement de la situation routière est augmenté. Il y a de ces usagers de la route aussi qui connaissent bien le code de la route, ils savent très bien que le feu est au rouge. De façon délibérée, ils passent. Nous avons beaucoup d'usagers qui circulent sur les gagnants à 2 roues, qui n'ont pas de permis, qui n'ont pas d'autorisation de circuler. Un usager nous confesse hors micro qu'entre la route et l'hôpital, il n'y a qu'un pas.
Une anecdote connue de tous les usagers, c'est qu'en sortant le matin, on doit être vigilant, sinon on risque de se retrouver aux urgences. Rien qu'à l'hôpital Gabriel Touré, les chiffres donnent des frissons. L'activité du service d'accueil des urgences, c'est à peu près une moyenne de 70 patients par jour. 70, ça veut dire qu'il y a des moments où nous avons des pics de 150 patients par jour. Et 60 à 70% se trouvent être occupés par les accidentés de la voie publique, ça veut dire que nous avons une moyenne de 40 voire 50 accidentés qui arrivent quotidiennement dans notre structure. En cas d'accident, on rencontre plusieurs types de blessures. C'est très souvent des personnes qui sont projetées, et lorsqu'ils sont projetés, c'est très souvent une réception au niveau du crâne ou une réception au niveau des extrémités. C'est pourquoi ces patients ils vont poser essentiellement des lésions de type traumatisme crânien ou des lésions de type fracture des membres. Ceux qui ont les moyens d'avoir un véhicule, souvent c'est des phénomènes de décélération qui va s'accompagner très souvent de lésions intra-abdominales à type de saignement à l'intérieur, ce que nous appelons les hémopéritoines, mais c'est des lésions qui sont très graves et des lésions qui justifient une prise en charge. La protection civile, la compagnie de la circulation routière, les commissariats de police peuvent faire près de 30 sorties par jour, avec pour seule mission prévenir, constater et évacuer les accidentés de la route. Du 1er janvier au 30 septembre, ça s'élève à 7565 sorties. Pendant ces sorties-là, on a pu enregistrer 13 393 victimes, dont 233 morts et 13 160 blessés. Le service qui s'occupe de la prévention, la NASER, n'a pas voulu s'exprimer devant notre caméra au moment de l'enquête. Au Mali, les accidents de la route sont considérés comme une fatalité. Les experts de la circulation et certains usagers pensent autrement. Ni yake dɔɔni o de bɛ denbaw fana hakili sigi donc an b'a ɲini denmisɛnninw bɛɛ fɛ n'u bɔra circulation in na mara min bɛ ka so kɔnɔ k'o mara ɲɔgɔn kɛ goudron kan o de ka d'an ye. Si tu ne respectes pas le code de la route malgré la présence physique du policier, l'accident souvent c'est inévitable. En y pensant, on doit tout simplement bien se comporter et respecter le code de la route, car la route fait toujours des victimes. Ça fait Fatoumata Kone, en tout cas prudence sur nos routes. Sikasso vient de célébrer le premier anniversaire du décès du père Emilio Escuderos, ce pionnier de la promotion de la culture Sénoufo. L'événement s'est déroulé hier samedi en présence de 2 ministres du gouvernement, accompagnés des autorités régionales et de nombreux amis et défenseurs de la culture Sénoufo, une initiative de l'association Wuniré ou Noracine. Sekou Konaté. Premier temps fort de cette journée, la cathédrale Notre-Dame de Lourdes, où l'office est dirigé par l'évêque de Sikasso, Monseigneur Jean-Baptiste Tiama. J'étais en présence de nombreux fidèles et amis du disparu pour saluer la mémoire d'un illustre homme de culture. Quand c'est l'anniversaire de son décès, il convient que ce soit un jour de mémoire, que ce soit un jour de souvenance et surtout un jour de reconnaissance. Ce fut ensuite ce haut lieu de la mémoire de la culture Sénoufo d'accueillir les nombreuses personnalités nationales et régionales pour découvrir toute cette richesse culturelle, fruit de 50 ans de labeur du père Emilio Escuderos. Ce que je vois ici s'inscrit parfaitement dans notre vision de la gestion de la culture, à savoir faire prendre part le plus possible par les communautés locales, par les organisations locales, la prise en main de la promotion et de la sauvegarde de leur culture locale. Et pour le département en charge de l'artisanat et du tourisme, l'homme est à saluer et son œuvre milite en faveur du tourisme au sud du pays. Nous, au niveau de notre département, on est en train de promouvoir le tourisme vers le sud, l'écotourisme et même le tourisme, les éducteurs. Et c'est ce musée qui rentre dans ce cadre-là. Et là, on pourra faire visiter les universitaires et les voyagistes. La conférence qui a suivi la visite guidée a permis d'édifier les visiteurs du jour et d'exposer les grands axes pour la pérennisation des œuvres du père Emilio. Rappelons que le père Emilio Escuderos a été rappelé à Dieu en 2012 dans son Espagne natale.
À suivre après ce journal, le 6e numéro du débat sur les législatives, les vrais enjeux. Boubacar Touré et Sidiki Dambélé évoqueront avec leurs invités le rôle de la société civile dans la gouvernance démocratique et dans la réussite des élections législatives du 24 novembre prochain. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.